Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous sommes en direct et je salue tout de suite, c'est d'usage dans l'ensemble de mes émissions. Et bien d'abord Arnaud à la technique. Bonjour Arnaud et merci déjà à l'avance pour cette réalisation. Bien évidemment Patrice, fidèle au poste, je viens de le croiser, il est au standard, il attend vos questions, vos remarques, observations, même vos mécontentements. Vous avez le droit de vous plaindre, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec le patron d'émission, son assistante ou l'invité en chef ou les autres invités. Voilà. Ensuite, Lara, bonjour Lara, qui m'assistera aujourd'hui. Bonjour Nicolas, bonjour Arnaud, bonjour Patrice, bonjour chers auditeurs. Voilà, j'ai vu qu'il était arrivé, Raphaël Beslu, le directeur de la rédaction de la publication, mais je n'y arriverai pas. Pourquoi en plus, moi qui suis hostile à toute forme de tutelle sur ce que j'ai à dire et ce que j'ai à faire, je me plante à chaque fois. C'est absolument incroyable. Bonjour Raphaël. Bonjour Nicolas, bonjour Lara, bonjour Pierre et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Voilà. De Radio Courtoisie, oui, tout à fait. Et donc l'invité, notre invité principal, on va le saluer tout de suite, évidemment, c'est Pierre Jovanovic, que vous aimez tous, ou en tout cas nombreux êtes-vous à apprécier spécialement, éditeur, évidemment, c'est le Jardin des Livres. Et journaliste il en publie, il en écrit, il est journaliste, il écrit des livres, entre autres il aime les suites ou les nombres qui s'ajoutent les uns aux autres, 666, 777, 888, c'est le dernier. C'est exactement, merci Nicolas, merci Lara et merci à... On peut en profiter tout de suite, surtout peut-être à nos auditeurs d'être présents à cette revue de presse le samedi matin, matinale. Alors, samedi matin, matinale, revue de presse. Peut-être tout de suite dire un mot sur, si on a envie, sur une conférence pour approfondir sur la lecture d'un de vos derniers ouvrages, Pierre, par exemple, 888. Je crois qu'en février, c'est l'agenda est déjà bien rempli. Alors, je serai à Nevers, donc à la FNAC de Nevers, le 1er février. Et Arcachon, alors je donnerai 2 conférences le vendredi et le samedi, toujours à 14h. Donc là, vous avez tout sur jovanovic.com ou quotidien.com. Et le 22 février, le 22 février, le 7 et 8 février, voilà. Et le 22 février à Saint-Brieuc, Ploufragan, ou Dinan, voilà. C'est chez les Bretons, voilà. Donc j'aurai le plaisir de rencontrer tous nos auditeurs et nos lecteurs. Voilà, il vaut mieux faire ça au début parce que je me suis rendu compte qu'à la fin on était pressé, on n'y arrivait pas. En plus on oublie à chaque fois. Et puis là j'ai le terrible Arnaud à la technique, je sais qu'il ne me laissera pas une seconde de plus. Donc on a intérêt à donner les annonces d'avance. Voilà, je donne rendez-vous d'ailleurs aux auditeurs de Radio Courtoisie mercredi entre 18h et 21h pour le libre journal de la Résistance française. En première partie, je vais me régaler, Sylvain Durin, René Girard, du désir à la violence aux éditions Le Verbe Haut, et Tragique Espérance, Benoît Girard, le petit-neveu de René Girard. Tragique Espérance, son dernier ouvrage. Donc on parlera de René Girard en première partie. En seconde partie, ça va me faire tout de suite un tuilage sur le début de cette revue de presse. Nous parlerons avec Vincent Pavant, Louis Fouché et toute leur bande là, du Conseil scientifique indépendant. On fera, ils sont nombreux, ce sont des spécialistes renommés, reconnus, en tout cas moi que je reconnais, un peu plus que le Conseil scientifique. Le Conseil scientifique voilà. Mais c'est aussi un conseil scientifique, mais alternatif. Voilà, il est alternatif, j'en sais rien, indépendant surtout. Indépendant. c'est surtout qu'il est indépendant, contrairement à ce dont je vais vous parler tout de suite. Sans conflit d'intérêt.
Voilà, donc ça sera entre 19h30 et 21h. Donc, s'il y a une revue de presse à faire, alors je vous poserai un ou deux sujets principaux, mais j'ai juste voulu regarder en venant jusqu'au studio ce matin ce que un journal, j'en ne citerai même pas le nom, mais sur le plan électronique dans ses premiers titres. Et je suis totalement effaré. Alors, premier titre, Covid-19, comment un virus a paralysé le monde entier. Mais bien sûr, c'est le virus qui n'a pas... Donc déjà, ça commence bien. Pas les gouvernants. Mais moi, c'est le titre incroyable d'un article qui est juste en dessous. Covid-19, tenez-vous bien, il faut se préparer à une autre pandémie, virgule, y compris à des scénarios impossibles. Des scénarios impossibles. Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ils sont en train de nous préparer pour un nouveau confinement. C'est ce qui commence à se murmurer. Non, mais ça colle avec tous les licenciements que j'ai vus au mois de novembre 2024, qui étaient exactement les mêmes, voire supérieurs à ceux que j'avais observés en novembre 2019. C'est-à-dire des centaines de milliers d'ouvriers, de salariés, surtout en Allemagne, chez les constructeurs automobiles, entre autres, qui ont été licenciés pour afin que les constructeurs eux-mêmes ne les payent pas. C'est-à-dire qu'ils sont passés, ils étaient indemnisés par l'État. Mais ils étaient informés des confinements. C'était l'idée. Voilà. Donc ça sent là, un confinement, oui, effectivement. Alors il faut savoir quand même que la personne le professeur, que dis-je, qui fait cette sinistre prophétie, n'est autre que un des médecins professeurs qui a le plus de conflits d'intérêts au Basque, puisque c'est le professeur Yazdan Pana. Alors, on ne prend pas son pana avec lui. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est le chef de service à l'hôpital Bichat, Claude Bernard. Il dirige l'ANRS. Alors là, on va être vernis. L'ANRS. Les ARS, c'est déjà bien, mais alors l'ANRS. Donc c'est lui comment dire, lanceur d'alerte. Non, pas lanceur d'alerte du tout. Les ARS, il faut savoir qu'à un moment donné, ils avaient prévu de venir chez nous pour aller faire des vérifications. Hein. C'était ce que disait Emmanuel Le Chypre sur BFM. On va aller les chercher. Hein, le Chypre aujourd'hui, il peut même plus sortir dans la rue sans se faire insulter, hein, je précise. Hein. Ça leur a coûté très cher à BFM et aux journalistes, pseudo-journalistes de BFM. Moi, je revois encore la présentatrice, certaines présentatrices de BFM avec des clips, des clips publicitaires. Vaccinez-vous. Il ne faut pas l'oublier, ça. Très important. Allez, on va faire rapidement le tour sur parce que j'avais pas du tout prévu à l'origine. J'avais prévu, mais avec Pierre Jovanovic, de toute façon, rien ne se fait comme c'était prévu d'avance. Je pensais pouvoir doctement parler seul et être écouté dans un silence religieux pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous lasser, vous endormir, vous assommer de mes paroles lénifiantes. Eh bien non, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Je pense que les auditeurs n'en seront pas mécontents nécessairement pour autant. Je ne sais pas. Parce que, est-ce que Raphaël veut intervenir sur ces futurs scénarios impossibles? Mais ça aura lieu. On a bien vu que en Occident et plus particulièrement en Europe, on arrivait toujours à matérialiser des scénarios impossibles. Mais c'est une excellente question en fait qui est posée par ces médias-là. C'est comment un virus a pu bloquer le monde. C'est une très bonne question. Et les réponses sont déjà commencées à sortir en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et je pense que l'investiture de Donald Trump va quand même être très intéressante. N'oublions pas qu'avec le nouveau cabinet qui va être formé, il est censé y avoir énormément de réponses sur la gestion du Covid et des personnes assez importantes comme Anthony Fauci, parce qu'on n'en parle plus trop, d'ailleurs même lui se cache, mais je rappelle Kennedy le cherche. Junior, exactement, c'est le premier message qu'il a dit, je suis à la recherche d'Anthony Fauci, où est-ce qu'il est? Qui était le conseiller de Trump, hein, quand même. Mais après, pour les futurs scénarios, il faut simplement... malheureusement, c'est vrai il faut quand même se dire que le Covid est arrivé du jour au lendemain et on a eu un scénario catastrophe qui s'est imposé à nous de manière spectaculaire. Donc c'est vrai qu'on sait maintenant que tout peut arriver du jour au lendemain. Cependant, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait passer une seconde fois. Très honnêtement, ça c'est mon avis personnel. Je ne sais pas s'il pourrait nous ressortir un scénario similaire. Je pense que ce serait un autre. On a quand même le scénario de la guerre qui est quand même plus imposant et beaucoup plus ancré dans l'inconscient collectif.
à mon avis, qu'un scénario sanitaire. Mais scénario, de toute façon, il vend la mèche, ce bon professeur. Il parle de scénario. Et ça tombe bien, parce que c'est le deuxième... C'est un scénario. C'est le deuxième titre que je voulais aborder avec vous. Et ça, je vais très vite laisser la parole, justement, à Pierre Jovanovic, qui m'a dit, tu poses la question, donc je vais poser la question, pendant que Lara, elle, essaie de perturber mon cerveau, qui est complètement mon otage, donc je suis en train déjà de perdre complètement pied. Merci, Lara. Donc, le deuxième sujet, c'est Los Angeles qui brûle. Bah, justement, Hollywood, il y a des scénarios à Hollywood. C'est là qu'on les produit. Il paraît même que c'est là qu'on a produit certaines de nos plus belles images sur les Américains mettant un pied sur la Lune. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. J'ai quand même le pape de la fake news avec moi. Donc, bénédiction, il va bénédiction sur vous. Donc, en tout cas, ce qui est extraordinaire avec Trump, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est comme Musk, c'est qu'au moins, alors là, le vent est certes à attiser les flammes. D'ailleurs, c'est très Pierre Jovanovic qui connaît bien cette région. Ces vents de Santa Ana, eh bien, sont si violents à cause des montagnes de Santa Gabriel, c'est ça ? Saint-Gabriel, oui. Saint-Gabriel. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a une conjonction entre la mère de la Vierge et puis celui qui lui fait l'annonciation. Il y a quelque chose, moi, en termes de synchronicité qui m'intéresse bien sur le plan symbolique et imaginaire. En tout cas, 180 000 évacuations, 150 milliards de dollars. Hein, ce sont les chiffres qui traduisent l'ampleur des incendies. On nous aurait dit avant Trump, c'est le réchauffement climatique. Il n'y a aucune explication, il n'y a rien à voir. Allez, on y va. Maintenant, on nous explique qu'il y a un esturgeon, paraît-il, qu'il faut protéger et que dans le partage des eaux, le gouverneur de Californie n'a pas exactement fait ce qu'il aurait dû faire. On nous parle d'infrastructures totalement détériorées, mon cher Pierre, et je pense que vous avez même d'autres explications sur pourquoi les pompiers n'étaient pas, semble-t-il, à la hauteur et leur lance à incendie, il n'y avait pas d'eau au bout. Hein. Alors, oui, tout à fait. Il n'y avait pas d'eau au bout pour une raison très simple, c'est que la maire de Los Angeles a retiré l'équivalent de mémoire 48 millions de dollars du budget des pompiers de Los Angeles, qui sont d'ailleurs dirigés par un triumvirat de femmes lesbiennes et woke. Donc déjà, alors, et une partie de l'argent des pompiers de Los Angeles a été donnée pour lancer des cafés pour des transgenres. Hein, c'est-à-dire que c'est des hommes qui se sont coupés les zizi pour devenir des femmes, ou des femmes qui se sont coupés les seins pour devenir des hommes. Donc déjà, ça vous donne une idée du truc. Ensuite, ça c'est la première chose. Donc moins 50 millions. Ensuite, il y a à Los Angeles, parce que les feux, c'est quelque chose de régulier, ça arrive tous les 2-3 ans. Hein, c'est quelque chose de très connu depuis très longtemps. Et ils avaient mis en place des réservoirs colossaux de plusieurs dizaines de millions d'hectolitres d'eau, notamment à Pacific Palisades, il y en avait un. Et en fait, il était vide pour des raisons... une des raisons, c'est les budgets, mais c'était pas le seul. Il y en a de mémoire, je crois, 3 ou 4 qui étaient vides. Donc effectivement, les pompiers n'avaient plus d'eau. Ensuite, troisième point, alors ça c'est le plus dingue. Hein. Ça, je pense que Lara, vous allez adorer ce point. Enfin, si j'ose dire, c'est que donc la mairie de Los Angeles avait décidé de donner une partie des camions d'intervention des pompiers, donc à l'Ukraine. Non mais authentique. Donc voilà. Alors vous mettez tout ça ensemble et vous avez effectivement quelque chose, une catastrophe en prévision, parce que à la limite qu'ils aient donné des camions, bon, déjà c'est de l'hérésie totale, mais avoir les réservoirs d'intervention classiques qui ont toujours été là. C'est pour ça que Los Angeles n'a jamais totalement brûlé. Il y a toujours eu des petits, mais jamais à ce point. Ça, c'est effectivement c'est quelque chose qui rappelle en fait le grand incendie de San Francisco, mais qui était dû lui au tremblement de terre de 1908 ou 1900, je ne sais plus quelle année. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la politique woke. Des démocrates et surtout des Californiens, et là ils ont payé un tribut, un prix extrêmement lourd, d'abord parce qu'il y a eu 5 ou 6 000 maisons de brûlées. Ouais. Et alors là-dedans, alors là vous avez toute la presse qui
qui est vraiment aux abois. Vous vous rendez compte, la maison des célébrités a brûlé. Je veux dire, c'est sûr, on va pleurer les milliardaires. Je veux dire, qui eux ont une maison à Los Angeles, une maison à Rome, à Paris, à Londres, à Miami, dans les Caraïbes, à New York, dans les Caraïbes, voilà. Mais vous avez vu que les télévisions, que les télévisions nous ont fait des directs, alors que dans les urgences françaises, vous avez des gens qui meurent. Là, il y a une jeune fille qui est morte de 20 ans, qui est morte parce qu'elle a attendu trop longtemps dans les... voilà, donc c'est absolument scandaleux. Et ça, les médias, les télévisions, ça, là, bien entendu, elles n'en parlent pas. On vous parle que de Madame Johnny Hallyday. Elle a perdu sa maison, mais on va pleurer, évidemment. On va pleurer le sort de ces milliardaires qui n'ont aucun talent, en plus. C'est ça qui est incroyable. Moi, j'ai vu une intervention d'un Français expatrié à Los Angeles. Oui, la France ne nous aide pas. Pardon ? La France ne nous aide pas. Non, mais cette mentalité d'assister, quand même, est absolument extraordinaire, quoi. Je ne sais pas ce que notre ami Raphaël en pense. Je pense qu'il a dû... Maintenant, il fait carrément les questions et les réponses. Jovanovic a pris la direction de cette émission. Non, mais bien. Parce que je sais qu'il suit en permanence l'actualité. Alors, tu vois, je vais te contrarier. Je sais qu'il ne faut pas contrarier Pierre, mais je vais quand même le faire. Parce que d'abord, je voulais, parce que il y a cette question là qui tarde à trouver réponse d'un auditeur. Sait-on si M. Pavel Durov, Telegram, a pu retourner en Russie ou s'il est toujours en résidence surveillée? Il semble impossible d'obtenir l'information, Lara. Alors, pour moi, d'après les informations et le réseau russe, il est toujours retenu en France et il continue en fait à céder les positions du Telegram, c'est-à-dire plusieurs chaînes russes d'État ont été bannies complètement du Telegram et ça, c'est la suite de ce qui se passe aujourd'hui avec M. Durov en France. Raphaël Beslu, donc si vous voulez répondre sur Telegram et si vous avez des choses à nous dire, évidemment, et puis sinon, sur évidemment, sur la Californie. Hollywood en flammes. Alors, très rapidement pour Telegram, on voit que Telegram continue à coopérer énormément avec les services français. Et d'ailleurs, il y a encore des articles qui ont été publiés la semaine dernière pour en dire que Telegram n'a jamais autant collaboré avec l'État français et les services français pour tenter bien justement d'amener la justice. Mais bon, on sait très bien de quelle justice on parle. Oui. Même si c'est au nom du bien, c'est-à-dire pour pouvoir censurer des contenus haineux ou même des vrais contenus, c'est-à-dire des personnes qui font transiter de la drogue ou des contenus pornographiques ou pédopornographiques. On sait que c'est aussi un moyen pour tout simplement permettre de censurer une plateforme où il y a beaucoup trop de liberté d'expression. Malheureusement, ça c'est d'ailleurs un des propos de Zuckerberg qui a rejoint le camp de la liberté d'expression, c'est de dire qu'il assume maintenant, en voulant ramener la liberté d'expression, qu'il y aura des failles, c'est-à-dire sur le fait qu'il y aura du contenu illégal, mais que ça, il doit être traité de manière précise et non pas avec des algorithmes automatiques pour censurer tout le monde. Pour répondre sur Los Angeles, alors moi je pleure comme avec Pierre sur nos chères célébrités. On a notre pauvre Patrick Bruel, notre immense chanteur national qui, comme les articles disaient, il est dévasté, Patrick. Alors Patrick, je sais qu'il est dévasté, mais peut-être qu'il pourra demander un nouveau massage pour pouvoir en tout cas lui remonter le moral, parce que cette affaire-là aussi, on n'a plus trop d'informations. Je vous rappelle que Patrick Bruel... On parle. Eh ben oui, parce que Patrick Bruel, on s'est rendu compte qu'il abusait un petit peu des masseuses lorsqu'il demandait des massages de son statut de célébrité. Donc ça, voilà, ça c'est toujours le type d'information. Et après, ce qu'a dit Pierre... Il y a un petit Roland de Epstein dans l'affaire, parce que Epstein aussi aimait beaucoup les massages. Je ne sais pas si c'est forcément Epstein, c'est simplement de l'abus des célébrités, de leur statut, avec des personnes qui ne le considèrent pas comme des êtres humains égaux, mais simplement des personnes qui doivent leur rendre des services. Il y a peut-être une ambiance plutôt DSK. Surtout Patrick Bruel, quoi, il fait partie de l'élite. Feu Jean-Marie Le Pen, je crois l'appelait Patrick Benguigui. Mais c'est son vrai nom, je crois. Oui, exactement. C'est Maurice, Maurice Benguigui. Mais en tout cas, pour Los Angeles... Maurice c'est drôle. Et moi, ça me fait... Franchement, en plus, ça m'amuse beaucoup. Il n'y a rien de méchant. Non. Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin, vous vous rappelez ? Et pour Los Angeles, il y a un sujet très fort qui ressort. Alors, Pierre a fait un excellent rappel. Alors, il a parlé de triumvirat, mais on devrait appeler ça un trium Christina. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un trio de Christine LGBT et lesbiennes. Et la principale responsable, ce qu'on appelle la fire chief, celle qui doit s'occuper des feux et de la sécurité des feux en général. Là, oui, je commence par un anglicisme pour savoir qu'on parle. Après on il vient fin janvier, on va lui faire le porte-monnaie. Exactement. Et en fait, cette personne-là a été mise en place en tant que personnalité LGBT. Elle avait même avoué, dans certaines interviews hallucinantes, que son rôle n'était pas de se focaliser sur l'efficacité de son service, mais sur l'équité.
et le fait de devoir en fait jouer l'inclusivité et la parité. Alors là, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et Là, on c'est voit encore réussi, une hein. fois. Ouais, et surtout, c'est qu'on voit le mur du réel, l'éternel retour du concret. C'est qu'avec cette folie progressiste, totalement découpée du réel, dès qu'on a une catastrophe, eh bien, la catastrophe peut s'étendre de manière colossale. Parce que les images sont absolument hallucinantes des incendies qu'il y a. On a même une ambiance apocalyptique quand on voit des personnes qui prennent des vidéos pour voir le ciel intégralement rouge, caché par la fumée. C'est particulièrement effrayant. Mais là, encore une fois aussi, c'est qu'on voit que Donald Trump, il a pu récupérer cette affaire d'une manière positive pour continuer à dénoncer ce fameux camp démocrate qui ne gère absolument pas bien la politique locale, tout simplement pour leur propre profit élitiste, mais ça annonce d'autant plus une grande purge, je pense. Mais pour les Ah triples là, ça va être Christine, mortel, là. exactement. Ils vont se faire Et des procès. Non, mais surtout parce que les Américains, c'est un pays d'avocats, ne jamais l'oublier, et que là, ils vont se faire des procès les uns aux autres. Le gouverneur qui est responsable, la maire qui est responsable, bien entendu, la chef LGBT des pompiers de Los Angeles qui n'a pas rempli les réservoirs, qui n'a pas exigé que les réservoirs soient remplis, ce qui est un crime, littéralement, vu sa position. Hein, c'est... Enfin bon, tiens, je voulais vous lire un tweet. Alors, c'est les infirmières en colère. Sandra, infirmière à Lille, des éditions spéciales sur la maison de Patrick Bruel ou de Laetitia Hallyday qui ont cramé à Los Angeles. Rien sur les kidams qui crèvent comme des chiens sur des brancards aux urgences dans nos hôpitaux. Là, c'est le titre de notre émission, La guerre faite aux pauvres. Oui, c'est vraiment ça. Hein. On ne s'intéresse qu'aux riches. Hein. C'est quand même assez incroyable, quoi. Enfin bon, voilà. LGBT. Je voulais justement rappeler que tant que c'était juste une idéologie pour soi-disant nous permettre de les accepter dans la société, d'accord, mais l'étape est passée. Maintenant, on pâtit l'histoire des Boeing. C'est quand même hallucinant. Pourquoi les portes s'arrachent des avions et d'ailleurs ça se passe un peu partout et c'est pas souvent relayé. La marque de l'avion n'est pas citée quand il y a des accidents d'avion. Boeing, voilà, Boeing. Mais juste pour aller dans le sens de Raphaël et de Lara, le patron de Facebook, donc Meta, Monsieur Zuckerberg, a déclaré hier qu'il mettait fin à la politique d'inclusion des handicapés intellectuels, physiques, enfin bon, bref. Et vous avez vu qu'il n'y a plus de fact-checker non plus sur... Oui, mais attends. Mais qu'est-ce que vous allez devenir? Qui va vous reconnaître? Qui va vous rappeler ce titre Mendes France, les Reichbach, les Julien Pain, là. D'ailleurs, Julien Pain a fait une vidéo pour s'excuser. Hein. Il a reconnu. Trop tard, mon pote. Alors, juste pour... Alors, non, sur quel sujet? Parce que ça, les auditeurs ne sont pas au courant. De quoi vous parlez, là? Des vaccins. Des vaccins. Il s'est excusé, voilà, parce qu'il avait dit que ça ne venait pas d'un labo, alors que Philippe Aymar, qui avait publié Enquête sur un virus, l'avait effectivement clairement dans établi. Votre maison d'édition, exactement. Et il a été obligé de présenter ses excuses il y a 2 jours. Mais ce que je veux dire, c'est que donc au siège en Californie, donc de Facebook Meta, j'ai vu passer donc l'information comme quoi dans les toilettes pour hommes, ils ont retiré les tampons pour femmes. Parce que les toilettes sont devenues transgenres chez Facebook. Donc maintenant, ils ont donc leur premier acte de résistance, ou je veux dire de mettre fin au programme retour LGBT. Aux valeurs traditionnelles. Retour, on enlève les tampons des toilettes pour hommes. D'accord. Non mais je ne sais pas si vous réalisez jusqu'où ils sont allés. Hein, parce que donc un homme qui s'est transformé en femme mais qui va quand même dans les toilettes pour hommes, il va pouvoir se mettre un tampon, je sais pas où d'ailleurs. Enfin, moi, non mais il paraît oui, mais psychologiquement ça doit les rassurer. Ouais. Non mais je sais pas si vous réalisez. Moi je l'ai dit aux auditeurs. Est-ce que vous réalisez jusqu'où ils sont allés? Alors, c'est là, on touche le fond, si j'ose dire. Hein, Mais c'est aux États-Unis qu'il y a eu une scène comme ça qui était virale. C'est un type qui était avec sa fille au restaurant. Sa fille a voulu aller aux toilettes, donc il l'accompagne jusqu'aux portes de toilettes de sa fille. Et il voit un transgenre un mec essayer d'entrer dans les toilettes de femmes. Et donc il s'est battu aux portes de toilettes, il ne l'a jamais laissé passer. À l'inverse, hein, entre autres sur les aires d'autoroute, les femmes, ça ne les dérange pas d'aller chez les hommes. Hein.
Oui, mais enfin bon, c'est peut-être. Oui, parce que. Non, parce que là, ça, je l'ai vu dans tous les aéroports. Les toilettes pour hommes, bon, il n'y a pas grand monde, ça va très vite, alors que les toilettes pour femmes, madame fait pipi, madame se maquille ensuite, donc. Oh là 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 là. Non, mais non, Pierre Jevelevic n'est pas misogyne. Mais non, mais je l'ai vu dans tous les aéroports. Je veux dire, j'ai vu des files de 100 mètres de dames. Enfin, c'est aberrant. Je comprenais même pas pourquoi ils n'ont pas construit plus de trucs. Enfin bon, c'est un autre sujet. Raphaël, tu voulais Oui, intervenir. c'est que sur ce point, je pense qu'il y a quand même une conclusion importante à faire. C'est-à-dire que là, avec ces événements aux États-Unis, on prend conscience du cancer woke et à quel point il s'est étendu. Ce qui explique le grand changement qu'il y a actuellement aux États-Unis. Parce que ça fait des décennies que ce mouvement est en pleine expansion. Moi, j'ai entendu parler des écoles de genre il y a plus de 15 ans. Des universités de genre, c'était il y a plus de 15 ans. Et en France, on découvre ce sujet. Donc là, quand Pierre dit, on s'en rend compte, donc là, jusqu'où ça c'est allé, là, il faut aussi rajouter, et pour la France, il faut se rendre compte jusqu'où on va aller. Parce que c'est en train d'arriver en France, c'est en train de s'étendre, et on n'en parle pas encore. Quand on parle de wokisme, je pense qu'il y a beaucoup trop de commentaires qui le prennent un petit peu à la légère, c'est-à-dire comme de la même manière où ça s'est infiltré aux États-Unis, c'est-à-dire on prend ça comme un mouvement un petit peu marginal, des personnes un petit peu à l'ouest, mais on ne prend pas conscience de leur capacité de nuisance, d'infiltration et de réseau qui est absolument colossal. Je le rappellerai sur une dernière note, ça a été envoyé par les médias qui semblent lâcher un petit peu Macron, c'est n'oublions pas que l'Élysée a aussi quand même une idéologie particulière qui est transmise, et en France, on prend, et même dans toute l'Europe, on est en train de découvrir ce fameux wokisme qui a un cancer absolument catastrophique et qui va continuer à s'étendre sur le territoire européen et notamment en France. J'aimerais qu'on évoque un troisième sujet maintenant dans une revue de presse qui s'étend, mais après tout on s'amuse bien, donc il n'y a pas de raison de l'arrêter. Pour l'instant en tout cas, la France devra riposter si l'Algérie continue l'escalade sur Jean-Noël Barrot. Retailleau est sur le même son de cloche et on appelle même à Emmanuel Macron. C'est au lendemain du renvoi en France d'un influenceur algérien. Eh bien les autorités algériennes ont refusé de reprendre un de leurs ressortissants. Donc les grands mots commencent à fuser, ou les noms d'oiseaux, entre les deux parties. J'ai l'impression que ces fouteurs de guerre sont à l'œuvre aujourd'hui, que ça pourrait peut-être être la fameuse planche de salut si on continue avec un bon article 16 pour Macron et un confinement à la clé qui pourrait ne pas être nécessairement viral. Moi, je suis très inquiet de la légèreté, surtout venant de cette tangence, des tweetos fous, des coups de menton, mais en fait il n'y a rien derrière, qui sont en train d'exciter les relations franco-algériennes, dont on sait qu'elles sont pâties d'un revirement étonnant de la diplomatie française, certainement sur ordre des Américains, lorsque il s'est agi de finalement dire que le Sahara occidental c'était plutôt le Maroc que l'Algérie, d'être passé pour des raisons qu'on peine à comprendre, si ce n'est en effet des ordres donnés par ceux qui dirigent réellement l'Élysée aujourd'hui, pour cette inversion complète entre les diplomaties marocaines et algériennes. Résultat, est-ce qu'ils ont oublié les millions d'Algériens, des communautés algériennes, en venant toujours au studio de la radio? Je voyais sur un grand immeuble, sur le périphérique, un magnifique portrait d'un Chibani. Ils savent ce que ça veut dire, les Chibani. Ils savent pourquoi il peut y avoir dans nos cités ce genre de grandes fresques, ces personnes âgées aujourd'hui, ces premières générations qui sont venues en France pour travailler durant les 30 Glorieuses, ces vieux maghrébins finalement, Chibani, c'est ça à peu près la traduction. Ils sont des millions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, Barrot? Il nous a déjà fâchés avec l'Afrique entière, 2 derniers en date, le Tchad et le Sénégal. Ça va aller jusqu'où? Est-ce qu'ils sont en train de le faire sciemment d'ailleurs, tout ça, pour justement nous foutre une guerre civile? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Écoutez, la guerre entre guillemets entre l'Algérie et la France, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Oui, mais ça flambe là. Oui, ça flambe. Mais vous savez, il y a une solution très simple. Il y a une solution très simple. Le problème, c'est qu'à l'Élysée, on peut pas attendre de leur part une réaction un peu virile, déjà à la base, pour ne pas parler de testostérone, par exemple. Mais en revanche, dès qu'il s'agit de la Russie, on a coupé tous les flux financiers vers la Russie, tous les échanges financiers. Il suffit simplement du jour au lendemain de couper tous les flux financiers qui vont vers l'Algérie, et je peux vous assurer que les Algériens vont revenir à une attitude un peu plus normale.
Et ça, bien entendu, Macron n'osera jamais le faire. Parce qu'il enfin bon, voilà. Est-ce que c'est pas quand même l'accueil d'une communauté? Il n'y a pas des millions et des millions de Russes en France. Là, on a des millions d'Algériens, des gens qui sont d'origine. Mais justement, c'est ce que je dis. Justement, vous avez tout, l'argent de ces millions d'Algériens, il va y retourner en Algérie. Je rappelle. Hein, voilà. Sans cet argent, l'Algérie fait déjà en faillite. Déjà qu'elle est corrompue jusqu'à l'os. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup de lecteurs algériens justement qui suivent la revue de presse, qui m'envoient des infos, et je peux vous dire que la corruption là-bas, c'est à côté celle de la France aujourd'hui, c'est rien quoi. On est des enfants de cœur à côté. Donc il suffit de bloquer la totalité des millions qui vont vers l'Algérie et qui partent de la France. C'est pas compliqué, hein. D'autres personnes avaient dit la même chose en ce qui concerne Israël. Pour arrêter le massacre, on arrête tous les virements vers Israël. Ça, ils n'osent pas le faire. Mais en revanche, ça pour la Biélorussie, et surtout pour la Russie, alors là, ça a été fait en 24 heures quasiment. Mais la Russie, c'était les flux inverses, en fait. La Russie, c'est l'argent qui venait des Russes qui arrivait ici. En plus. Voilà. Alors, donc là, Lara a tout à fait raison de rappeler ça. Mais c'est les méchants. Oui, c'est les méchants. Alors, le scénario quand même. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que tout ça va nous mener, nous, ici, sur notre sol, à des tensions de plus en plus importantes. Mais vous n'avez pas remarqué que c'est ce que veut le gouvernement actuellement? C'est ça. C'est ce que veut le gouvernement. Attendez, moi je le vois avec les zones d'interdiction. On va y venir tout à l'heure, j'imagine. Mais je veux dire que ce soit la suppression des lits d'hôpitaux, je veux dire, c'est monter les gens les uns contre les autres. C'est ce qu'ils veulent. Clairement. C'est de ça qu'on parle, en fait. Oui, c'est pas tant comment régler les problèmes avec ces pays du Maghreb. C'est, à mon avis, n'importe quelle personne qui réfléchit et qui a des éléments sous ses yeux décide comme vous le dites. En tout cas, les fouteurs de merde sont des fouteurs de guerre. Moi, je voulais juste rappeler aussi que Retailleau me fait de plus en plus penser à la chanson d'Henri Salvador, Zorro est arrivé. Hein. Zorro est arrivé. Pourquoi à cause des narcotrafics. Parce qu'à chaque fois, il arrive, il fait des coups de menton, on découvre que tout à coup, on va mais Sarkozy faisait la même chose. Bah oui, mais c'est Zorro est arrivé, sans se presser. Et Darmanin, Hollande faisait la même chose. Voilà, c'est toute cette. Je ne ferai pas de. Raphaël. Et on change. Oui, alors Pierre a tout résumé sur l'aspect diplomatique, c'est-à-dire entre l'État français et l'État algérien. Je pense qu'après il y a aussi un autre sujet qui est quand même qui est lié, mais qui représente, même si on utilise le même mot, c'est différent. C'est les Algériens qui sont importés ici. Sont-ils vraiment des Algériens? C'est-à-dire, est-ce que ce sont vraiment des patriotes algériens, des bons citoyens, des bons contribuables de l'Algérie? La réponse est non. C'est-à-dire que ce sont les mêmes parasites, la même vermine, mais qui est déferlée partout en Europe, des différents pays où on arrive à faire venir ces fameux migrants illégaux. Je vous invite à regarder un reportage récemment fait par Vincent Lapierre, qui fait de nombreux reportages dans différentes villes pour voir la France dite saccagée. Il a sorti un épisode récemment sur la ville de Bordeaux que je connais très bien, et où là on voit encore une fois des zones d'insécurité totale, où on a des points de deal tous les 5 mètres, où les personnes dealent dans la rue, où ce sont des personnes qui vont dire oui, 1, 2, 3, vive l'Algérie, nous sommes Algériens, on n'a pas de papier, on vend de la drogue et tout se passe bien. Et ça, c'est le grand sujet de l'insécurité, parce que Lara a dit oui, mais en fait, on pourrait arriver les tensions vont augmenter, mais en fait, les tensions sont déjà là. La situation, sociétalement parlant, dans les rues, elle est absolument catastrophique dans de nombreuses villes. Et ça, c'est un sujet vraiment différent. Et on le sait que ce sera par contre la même méthode, c'est-à-dire il n'y aura aucune gestion de la part de l'État. Bon, moi, j'interrogeais pas ça au début. Oui, mais vas-y, termine, oui, je t'en prie. Que même si les propos de Retailleau sont objectivement justes, c'est-à-dire que Retailleau, ce qu'il dit, c'est quelque chose, c'est ce qu'il faudrait faire, mais on sait qu'il n'y aura aucune action qui sera menée. C'est comme son combat sur le narcotrafic. C'est ce qu'a dit Pierre Jovanovic, c'est le comparatif avec Sarkozy, c'est qu'il n'y aura pas de coup de Karcher, hein, ça c'est sûr et certain. Et malheureusement, cette situation est extrêmement grave parce que ça, on est déjà, c'est pas planter des graines, c'est que les graines ont déjà été plantées depuis des années, et ça a commencé déjà à germer sur la tension sociale et le sentiment de guerre civile qui peut apparaître. C'est déjà le cas. Quand vous avez, je prenais l'exemple de Bordeaux, il y a eu quelques années, pendant tout un été, des dizaines d'attaques au couteau, et que vous avez des agressions quotidiennes, que vous avez en fait même des logements qui ne peuvent plus être pris, parce que ça aussi c'est un autre sujet, mais c'est-à-dire qu'on a une perte de logements, en plus des marchands de sommeil, on a des squats, etc. C'est une guerre civile silencieuse.
C'est déjà le cas. Et on est dans un état où alors juste si je peux en placer une, Pierre, et après, je voulais répondre par rapport à ce que disait Raphaël. Moi, pour le folklore, évidemment, de tous ces coups de menton, une anecdote, quand je travaillais dans le Val-Fouré, c'était l'époque où Sarkozy avait, il avait fait un peu à la Mitterrand, branché chez Bran. Pas loin, Mantes-la-Jolie. C'est ça, Mantes-la-Jolie. Voilà. Et donc, il avait parlé des Kairas. Et ils avaient tous pris des t-shirts, acheté des t-shirts, ils les avaient siglés Kaira. Les racailles elles-mêmes, c'est dire combien en fait tout ça c'est une blague. Non, moi, le seul point sur lequel je m'interroge, c'est ce changement de cap complet de la diplomatie française entre l'Algérie et le Maroc. Et parce que c'est quand même la raison, quand Jacques Beau dit mais on a des attentats en 2015, mais qu'est-ce qu'on a fait en 2015 quand on bombardait la Syrie? C'est-à-dire que c'est des conséquences de conflits extérieurs sur lesquels nous avons une politique extérieure qui est contestée, et à ce moment-là, on subit des attaques terroristes en retour. C'était seulement dans ce sens-là. Je me dis qu'il y a déjà suffisamment de tensions, en effet, pour ne pas en rajouter. C'était seulement ça que je voulais dire. Pierre. Alors, en ce qui concerne le Maroc, n'oubliez pas un épisode quand même qui me semble très très important, et qui a sans doute une relation d'ailleurs de cause à effet. C'est que le Maroc avait acheté le logiciel Pegasus israélien. Et pendant des mois et des mois, les services marocains ont écouté le téléphone de Macron. Ils avaient tout récupéré. Vous avez oublié ce détail? Non, mais c'est important quand même. C'est intéressant. Très intéressant. Voilà. Donc maintenant, vous comprenez mieux. D'ailleurs, il y a eu une période de froid entre la France et le Maroc après cette affaire. Ça a duré grosso modo 2 ans. Et puis d'un seul coup, on a vu le Macron qui s'est couché devant le roi du Maroc. Effectivement, je pense que... Alors, vous imaginez ce que les Israéliens ont fait avec des logiciels encore plus poussés pour espionner les téléphones de tout le monde. Je rappelle que le Mossad avait espionné, ils ont été pris d'ailleurs la main dans le sac, Madame Mélanie. Voilà, c'était il y a un mois de ça, ou 3 semaines. Et comment a-t-elle réagi ? Très très mal. Oui, évidemment très très mal. Ils ont dû en expulser quelques-uns, mais les Israéliens se sont débrouillés pour utiliser des sociétés privées, donc dans lesquelles il y a des anciens des services italiens. Donc ils leur ont filé je ne sais pas combien de millions, et vous allez espionner, vous allez espionner votre propre première ministre. Donc les Israéliens jouent sur la trahison. Et il y a des questions des auditeurs, Nicolas. Oui, on va. Voilà. Alors ça tombe bien parce que c'était aussi. Alors là, un des 2 thèmes que je voulais réellement. Voilà, on a fini avec la revue de presse du jour même, mais il y avait 2 points sur lesquels je voulais poser des questions à nos invités, enfin à l'ensemble de l'équipe là. C'est 2. On va commencer par l'international et puis on finira sur le national. Sur l'international, sur la polarisation actuelle autour de Musk, autour de Trump. Tout le monde attend ce 20 janvier, l'intronisation du 47e président des États-Unis d'Amérique, anciennement 45e président, tandis que la pathétique tournée terminale des Blinken et autres Biden touche enfin à sa fin. Il était, je crois, Papy Joe, Sleepy Joe, devrait-on dire. Il a eu les remerciements de Zelensky pour son soutien sans faille pendant 4 ans. Les centaines de milliers de morts, cette saignée épouvantable des Ukrainiens, les remercie certainement aussi toute cette belle engeance. Et donc un auditeur, ça tombe bien parce que ça relie le national et l'international, très bien. M. Zucker va-t-il commenter l'information parue récemment dans la presse selon laquelle, à l'investiture de M. Trump, seuls Mme Knafo et M. Zemmour ont été invités? Ça illustre bien la connaissance de Trump du paysage politique français. C'est ridicule. C'est ridicule. Je rappelle quand même que M. Zemmour n'a même pas pu être élu député, non ? Tout à fait, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un certain lobby derrière? Je pense que c'est d'ailleurs les seuls qui ont demandé d'être invités, tout simplement. Voilà. Je vois pas en quoi c'est extraordinaire de voir Éric Zemmour aller. En tant que journaliste, je vois pas l'intérêt. En tant qu'homme politique. C'est clair. Mais le sujet, en fait, on lance sur ce sujet, mais le thème, c'est voilà, Musk est partout, Trump est partout, le retour de la doctrine Monroe, le Groenland, le Canada, Musk en rajoute une couche, et sur Trudeau l'appelle girl,
quand est-ce qu'il va appeler Madame Brigitte Trudeau, Macron, c'est le même combat, si j'ose dire, pour pas dire autre chose. Ouais. Hein Donc tout ça, au-delà de l'anecdote, et Musk, et l'AfD, et Musk, et Keir Starmer, et donc là, la dernière... Et Musk et Mélanie, l'histoire d'amour, le béguin qu'a Mélanie pour Musk. Tout ça, là. Non, mais je veux dire, vous avez un point commun. Rappelez-vous, il y a 3 ans, à Cologne, le jour de la Nouvel An, un certain nombre d'Allemandes ont été agressées sexuellement dans la foule. Le premier de l'an, oui. Le premier de l'an, voilà. Enfin, le 31 au soir. Ouais. Que fait la presse allemande ? Il ne faut pas en parler parce que nous allons se mettre à l'aise tout le monde. Voilà. Que se passe-t-il effectivement quand vous avez des migrants qui viennent d'Algérie ou d'autres pays, alors que ces pays, en fait, ont vidé leurs asiles psychiatriques. Je vous rappelle, ils nous les ont envoyés. Hein, donc, ce sont ces dingues qu'on trouve dans les rues. Que s'est-il passé avec l'ordinateur de Hunter Biden ? Toute la presse européenne a dit non, mais c'est une ingérence russe, c'est de la faute des Russes. Alors qu'en fait, c'est le FBI qui a effectivement empêché pour permettre à Biden de gagner. Donc, on a vécu 4 ans au minimum de mensonges permanents, contrôlés par les démocrates et par la gauche en France. Je rappelle que Macron recevait régulièrement Zuckerberg pour la censure et pour lui permettre de gagner les élections. Et Zuckerberg a dit, il y a 2 jours, nous supprimons désormais, enfin c'est valable que pour les États-Unis, il n'y aura plus de censure. Alors qu'avant, il disait non, nous on ne censure pas. Il nous a pris vraiment pour des crétins. Justement, alors qu'il vient de reconnaître qu'il a censuré pendant 4 ans et qu'il a empêché les gens de dire qu'ils avaient des effets secondaires avec les vaccins. Mais vous savez que quand Emmanuel Macron rencontre Mark Zuckerberg, ça ne se passe pas à l'Élysée. Hein. C'est quasiment à l'ambassade américaine. C'est-à-dire que notre président sort du couvert, enfin de la couverture française des renseignements, et va chez un pays tiers pour négocier avec Zuckerberg. Mais je rappelle, pour avoir été invité à l'hôtel Le Faubourg, derrière l'ambassade américaine, rue Boissy d'Anglas. Hein. Oui, parce que vous avez en fait... Aucun téléphone ne passe. L'Élysée, à droite de l'Élysée, vous avez l'ambassade, juste de l'autre côté, vous avez l'ambassade d'Israël. À gauche, vous avez l'ambassade d'Angleterre. Et encore plus à gauche, vous avez l'ambassade des États-Unis. Donc l'Élysée est littéralement cerné. Sans parler de toutes les antennes de la NSA qui sont sur le toit de l'ambassade américaine et qui sont masquées par un drap. Hein, donc avec des dessins. Donc les Américains nous espionnent en permanence avec l'aide des Israéliens, d'ailleurs, comme d'habitude. Raphaël, et les Anglais. Un mot sur tout ça, s'il y a quelque chose... C'est une destruction de la France. Et je rappelle juste, je termine là-dessus, les Américains ont mis en place des trucs pour soi-disant fact-checker, rappelez-vous, NewsGuard en France, avec toutes ces prostituées. Mais il n'y a pas que ça, c'est dans 60 pays ils ont mis ça en place pour empêcher les informations de sortir, notamment tout ce qui concerne Hunter Biden, les vaccins, bien entendu. Il fallait obliger les gens à se vacciner et ne jamais dire qu'il y avait des effets secondaires. Juste avant le Bobino, Raphaël, si tu veux te mêler, parce que c'est toujours le souci quand on n'est pas dans le studio, réellement, matériellement, c'est plus compliqué, donc c'est mon rôle aussi de lui donner la parole quand il le souhaite. Et si tu as quelque chose à ajouter avant le Bobino sur tout ce que nous venons de dire, hein, rien de précis, c'est ton tour. Oui, alors je vais faire rapidement point par point. Alors pour Knafo et Zemmour qui seront présents pour la cérémonie d'investiture et qui sont invités par le camp républicain, c'est pas étonnant parce qu'on avait déjà vu Sarah Knafo partir et s'inviter aux États-Unis pour créer des liens avec... Marine Le Pen aussi avait fait ça. Oui, Marine Le Pen aussi, sauf c'est vrai que là, il n'y a plus de carton d'invitation pour le Rassemblement national, et ça, c'est peut-être à cause de la taille du parti, ou même parce que ça, c'est le grand sujet. On en avait déjà parlé lors de la précédente invitation de Pierre Jovanovic sur la radio. C'était de parler de Marine Le Pen, des concessions et de la stratégie de dédiabolisation. Ouais. Peut-être que le programme n'intéresse pas forcément le Parti républicain qui investit quand même à l'étranger, parce qu'il y a quand même, le Parti républicain investit beaucoup d'argent dans différents groupes, associations ou entreprises en France, et même des médias.
Mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça peut faire avancer la lutte commune sur certains sujets. Ensuite, pour Mark Zuckerberg, ça c'est quand même très intéressant parce que oui, alors il ne faut pas oublier que Mark Zuckerberg, c'est quand même C'est méta, une ouais. serpillière. WhatsApp. C'est quand même une serpillière. C'est-à-dire qu'on voit simplement qu'il passe d'un maître à un autre, mais on voit en tout cas la puissance du nouveau maître qui est Trump. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que on voit Zuckerberg qui a participé à un podcast avec Joe Rogan encore récemment, où il explique très clairement que c'est l'administration Biden qui lui a mis l'impression. Il donne les noms, il explique très clairement, et en fait il trahit les maîtres qu'il servait. Et on voit qu'il y a eu une très bonne influence pour la liberté d'expression avec Zuckerberg qui a commencé à faire du MMA et à se rapprocher aussi de Dana White et de ces équipes-là. Mais en tout cas, c'est un symbole intéressant, c'est qu'on voit encore une fois le poids de l'élection de Donald Trump et ce que ça va changer. C'est-à-dire que tout le monde se met au pas. Parce que beaucoup ont peur de se faire purger. Et je le rappelle que Zuckerberg a beaucoup de casseroles qui traînent. Le nombre d'enquêtes qu'il y a eu ou le nombre de justifications qu'il a dû donner devant les partis républicains pour expliquer par exemple pourquoi Instagram avait un algorithme qui mettait en avant des contenus pédopornographiques, et ben Zuckerberg n'avait aucune réponse à donner. Et donc là, c'est pas étonnant aussi de le voir se coucher et de donner en fait tous les biscuits qu'il faut aux républicains ou aux américains pour essayer de les satisfaire. C'est qu'il doit se faire petit. Il a intérêt à faire ça. Donc ça, c'est pas étonnant de le voir, mais ça montre tout simplement le poids de Donald Trump et de l'administration qui arrive. Merci Raphaël. Allez, on lance tout de suite le Bobino, chef technique politique profonde, chers auditeurs, et en compagnie de Pierre Jovanovic, qui est notre principal invité. On échange avec lui, on le cuisine pas Pierre Jovanovic, Raphaël Beslu, Lara Stam et moi-même, et les auditeurs qui s'y mettent, et ils ont raison de s'y mettre, les auditeurs. Ils viennent en renfort. Intéressant d'ailleurs, toute une série de questions sur Notre-Dame de Paris, parce que ils ont fait dans l'esprit d'escalier le lien entre la Californie et le feu de Notre-Dame. C'est intéressant. Alors d'abord, logique, oui. Un premier auditeur. Alors ça, c'est les trois après, c'est 3 messages ensuite. Les femmes dans les toilettes, hommes. Mais enfin, Pierre Jovanovic, c'est pour s'entraîner à pisser, debout et à ne plus se maquiller. Comment faire quand on passe d'un genre à un autre? On s'entraîne avant, tout simplement. Alors ensuite, justement, des questions. Je sais que Lara aime bien ce sujet, c'est pour ça que je vais demander de rester encore un moment. Bonjour à tous, bonjour Madame Lara, pour votre accent si agréable. Tiens. Je pensais plus la voir alors. Le place, l'auditeur, l'accent. Encore un. Non, mais c'est très moi j'adore l'accent. Enfin, c'est pas vraiment un accent de Lara d'ailleurs. C'est une légère pointe accentuée un peu différemment. Oui. Comme à Los Angeles, il faut se demander pourquoi, lors de l'incendie de Notre-Dame, on n'a pas parlé de la responsabilité du service de sécurité qui arrête l'alarme de sécurité et n'inspecte pas l'édifice. Dans tous les services de sécurité, l'inclusivité précède la compétence dans le recrutement, ceci sans parler de la cause accidentelle entre guillemets. Et là je lis toutes les questions comme ça en réaction générale. Bonjour, ils ont fait venir les pompiers qui ont essayé d'éteindre le feu Notre-Dame de Paris. Zut, ça n'a pas marché, et puis ce feu va permettre un changement de proprio. Et enfin, cet auditeur fidèle, Denis, cher Nicolas, cher Pierre Jovanovic, Los Angeles, a-t-on une idée et des hypothèses sur l'allumette comme la clope de Notre-Dame de Paris? Il y en a une qui circule bien courtoisement. J'ai vu passer ça. Alors effectivement, je précise, si vous voulez, qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de sécurité sociale et que les fous moyens, on va dire, malheureusement se promènent dans la rue, et que à chaque fois qu'il y a des feux comme ça, grosso modo, c'est tous les 3 ans, vous avez tous les dingues qui du coup s'y mettent et essayent de mettre le feu ailleurs. Mais c'est pas, il suffit d'une étincelle. Moi, j'ai vu à Los Angeles un palmier qui était tout à fait très très loin, qui était éloigné d'à peu près 600 mètres des feux, de la montagne, prendre soudain feu à cause de la vitesse du vent de Santa Ana. Donc il faut vraiment comprendre ça. C'est des vents qui sont extrêmement puissants. Ils sont chauds déjà en soi. Brûlants. C'est-à-dire que vous passez dessus, tout prend feu. Voilà, c'est le vent qui met le feu, là, littéralement. Voilà, donc ceci vous explique cela. Los Angeles est une configuration géographique extrêmement particulière. Il faut le préciser. Très très étendue. Voilà. Ouais. On termine sur cette auditrice, et ça va permettre d'introduire le tout dernier sujet. Je vous trouve bien méprisant envers Éric Zemmour.
Bon, et le reste du message n'est pas... j'ai tous les trucs à chaque fois avec Éric Zemmour. La suite du message, je ne la comprends pas, donc je ne la lirai pas. Je suis désolé, chère auditrice, je ne comprends pas. Si quelqu'un m'explique le sens de la suite... En tout cas, je suis désolé et j'espère ne pas avoir été méprisant avec vous-même, chère auditrice. Je n'ai pas senti du mépris particulier de la part c'est la stricte des vérité, personnes qui... c'est-à-dire pourquoi tout à coup on nous parle de cette invitation d'Éric Zemmour et Sarah Knafo comme si c'était un grand événement et pourquoi on doit le commenter? C'était par rapport à ça. Hein. Non, mais c'est normal, c'est moi qui vous le fais commenter. Non, mais parce qu'il y avait cette question. Il y avait cette question des auditeurs. Oui, moi, chère auditrice, je ne suis pas méprisant, j'en ai fait au contraire une question de la revue de presse. Oui, moi je me demande pourquoi il y a autant de temps d'antenne accordé à des députés de cette formation. Il n'est pas député. Sarah Knafo est députée. Elle est brillante. Sarah Knafo est brillante. Elle est brillantissime. J'aime beaucoup. Moi, je veux bien, mais la formation en soi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente? Inexistante, totalement inexistante. Voilà. Mais le temps d'antenne n'est pas en adéquation avec ce que ça représente. C'est que ça. On est d'accord. Moi, ça me rappelle juste, je fais une parenthèse. C'est quelque chose artificiel. Ça va tout à fait dans ce que disait Raphaël tout à l'heure. Moi, je me souviens pertinemment d'il y a à peu près une dizaine d'années où Marion Maréchal Le Pen est allée faire un congrès des Républicains pour obtenir quelques millions pour lancer sa formation à elle. Je ne sais pas si Raphaël se souvient de cette... où elle avait appris un texte en anglais qu'elle a ranonné avec beaucoup de difficultés, un micro, et on l'avait vu sur toutes les chaînes. Alors que qu'est-ce qu'on avait Enfin bon, passons. Non, mais surtout Marine Le Pen, c'est l'idée Marine de Le Zemmour. Pen, en 2016, elle a surtout fait le planton en bas de la Trump Tower et elle n'a pas été reçue par Donald Trump. Exactement, elle était avec Louis Alliot d'ailleurs, de mémoire. Voilà. Donc on s'en fout de savoir si Zemmour... On va avancer, je vais pas poser... Moi, je vais vous poser la question générale quand même. Un mot d'hommage peut-être à Jean-Marie Le Pen. Oui. Moi, j'ai toujours eu du mal avec Jean-Marie Le Pen. C'est un grand politique, il était absolument... C'est un Trump avant l'heure, grosso modo, c'est l'idée. C'est ce que sa fille semblait dire pour ne pas avoir justement été enthousiaste à la victoire de Trump, en disant « Trump, c'est mon père ». N'oubliez pas son mépris de De Gaulle, qui était absolument phénoménal. Et je veux dire, moi, j'ai une admiration sans fin pour De Gaulle, donc ça m'a toujours séparé un petit peu bien que j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Marie Le Pen parce que il était à fond pour le Standard Or. Voilà. Il avait beaucoup de lingots d'or. À Montre-tout. Absolument. Oh là là. Fort Knox bis. Raphaël. Oui, mais je dirais simplement qu'il semble nécessaire, en tout cas, d'avoir des commentaires plus mesurés et positifs envers Jean-Marie Le Pen. Quand on voit la réaction de la gauche, il faut quand même rappeler la cérémonie publique des personnes qui ont sabré le champagne en étant très heureux de voir qu'il était mort et en appelant à la mort de Bardella, de Zemmour et d'autres c'est scandaleux, personnes. c'est absolument scandaleux. Voilà. Et il faut se souvenir quand même que Jean-Marie Le Pen, avec tous les défauts qu'il avait, parce que ça restait un être humain, c'était pas l'homme providentiel, ça restait un homme politique, donc avec beaucoup de défauts. Il voulait pas du pouvoir. Voilà, c'est ça, avec des remarques objectives à faire. Cependant, n'oublions pas que même Jean-Marie Le Pen avait quand même eu la décence et la dignité d'écrire à la mort de Jacques Chirac, c'est mort, même l'ennemi a droit au respect. Absolument. Donc là, quand on voit la réaction des ennemis de Jean-Marie Le Pen, c'est quand même très révélateur des alliés que l'on aimerait avoir ou non autour de soi. S'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Jean-Marie Le Pen, c'est l'influence colossale qu'il a eue. Là, on le voit suite à son décès, le nombre de photos qui peuvent circuler de différentes personnalités qui montrent que le menhir était quand même quelqu'un qui a transmis un amour de la France à de nombreuses générations. Et je pense que ça, c'est quand même important de le noter parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on doit supprimer notre identité, où on doit être dans la culpabilité constante et on doit haïr la France. Donc, moi, au moins, je vois cet aspect positif-là. Et je regrette une chose pour Jean-Marie Le Pen, juste pour lui personnellement, c'est que c'est vrai que c'était quelqu'un qui était visionnaire, il était en avance sur son temps, donc de nombreux arguments qu'il a pu donner sur les problématiques d'immigration ou autres, on le balayait d'un revers de la main et on l'a même diabolisé. Aujourd'hui, on voit à quel point il a raison et il n'aura pas eu le temps de voir le changement au sein de la société française, c'est-à-dire une prise de conscience générale. Et on se demande d'ailleurs si Marine Le Pen va pouvoir reprendre le flambeau. Ça, c'est la grande question, et qui d'ailleurs a été une des critiques
politique légitime et totalement objective de la sélection de l'héritier du parti. Voilà. Et comme je l'avais déjà dit lors d'une émission sur Géopolitique profonde, c'est peut-être aussi un des grands mal de Jean-Marie Le Pen, c'est de ne pas avoir eu de fils. Voilà. Permettez-moi juste d'ajouter, en fait, à l'inverse de l'analyse de Raphaël et également de la vôtre, ce qui s'est passé à Lyon, à Paris, enfin à Place de la République et dans d'autres villes où des centaines et des centaines de personnes se sont réjouies, on s'appelle le champagne, en fait, c'est quand même le résultat de 30 ans de diabolisation des médias de Jean-Marie Le Pen, à commencer par El Kabbach et compagnie. Il faut pas l'oublier. Voilà, c'est tout. Et ça me permet peut-être juste de dire, parce qu'on en avait parlé avec Pierre aussi la dernière fois, c'est peut-être que ça devrait être une piqûre de rappel pour Marine Le Pen, qui quand même gère le Rassemblement national, c'est peut-être d'arrêter avec la stratégie de dédiabolisation, parce que quand on voit la réaction aujourd'hui, c'est que ce n'est pas l'angle à prendre, il faut quand même se respecter un minimum. Quand on est capable, quand on voit, moi si j'étais Marine Le Pen, quand on voit des personnes cracher sur la mort de mon père, peut-être que là je me dirais, en fait, il faut peut-être enfoncer les portes de manière plus agressive et arrêter les concessions. Voilà, encore une fois. Peut-être un autre rappel qui, je l'espère, lui fera ouvrir les yeux sur de nombreuses thématiques politiques. Moi, mon sentiment, c'est que Louis Alliot va prendre une position beaucoup plus importante. C'est Louis Alliot, il a la tête sur les épaules. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le maire de Perpignan. Absolument. Puis en plus, c'est un maire qui est très très apprécié à Perpignan. Dites des choses positives, voilà, sur cette belle droite française, parce que là, je lis un article, on prend une fessée, on est en train de prendre une fessée parce qu'un auditeur est extrêmement mécontent, ce gendarme, sur le fait que nous n'avons qu'esprit critique, esprit moqueur, ricanement sur l'ensemble. Rien que de l'entendre me fait à nouveau me moquer. J'en suis vraiment désolé, cher auditeur, mais non, c'est pas vrai. Mais bon, écoutez, si vous le pensez, qu'est-ce que je peux vous dire? Non, c'est bah oui. Si vous voulez écouter que du bien d'Éric Zemmour, vous savez, il y a une chaîne de télé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux, trois trolls de Zemmour là qui sont en train de téléphoner à la radio. On a les trolls de Zemmour. Moi, j'en ai eu beaucoup sur mon Félix. Ah oui. Entre les trolls de Zemmour et surtout beaucoup de trolls israéliens, évidemment, de tout ce qui est Tel Aviv et compagnie, quoi. Je vois pas le rapport. Si, moi je le vois très bien. Et puis pour rebondir sur les propos de Pierre, encore. Voilà. Et Raphaël, pour rebondir sur les propos de Pierre et sur la remarque de l'auditeur, c'est qu'encore une fois, on est face au même problème, on espère un homme providentiel, donc ces personnalités politiques doivent être considérées comme des saints. Malheureusement non, Éric Zemmour, même s'il prend en main de manière très pertinente de nombreux sujets, même Sarah Knafo par exemple, qui est extrêmement efficace dans les débats politiques, elle met des fessées à tout le monde et c'est quand même hallucinant. Et d'ailleurs, on voit qu'elle prend l'angle qui est choisi par les Américains aujourd'hui, c'est-à-dire viser l'efficacité. Voilà, c'est vraiment vouloir faire une purge, et ça répond aux besoins de nombreux Français. On rappelle quand même. Voilà, oui, c'est sûr, pas non plus. Mais là, tous les énarques ne sont pas des gens extrêmement intelligents non plus. Il faut peut-être arrêter avec cette histoire d'énarques, quoi. Mais n'oublions pas quand même. Vu l'état du pays depuis 40 ans avec ces énarques, excusez-moi, mais c'est plutôt une bande de crétins. Moi, je rappelle juste qu'à l'origine, c'est une réaction sur le fait que seuls Sarah Knafo et Éric Zemmour étaient invités à l'inauguration de Trump. Déjà, première question, ils y vont en couple, c'est peut-être ça l'explication. Et deux, pourquoi Marine Le Pen n'est pas invitée? Pourquoi d'autres patriotes ne sont pas invités? Il y a bien d'autres patriotes sur le panel français. Ce n'est que ça. Moi, j'ai réagi par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils sont vraiment réellement invités? Ça se trouve, c'est une. Mais c'est présenté comme ça par la presse. Et donc ça se trouve, c'est une grosse arnaque en plus. Ça ne sera pas la première de la part de Zemmour. N'oubliez pas, si je peux me permettre, n'oubliez pas que la première fois que Sarah Knafo est allée aux États-Unis, tous les médias titraient en disant qu'elle était invitée, mais elle s'est invitée. Voilà. Donc il y a quand même une différence entre être invité et s'inviter, et aussi il faut quand même relativiser l'influence actuelle du parti d'Éric Zemmour. C'est un micro-parti qui en plus a été atomisé suite aux élections européennes. Donc là où c'est intéressant quand même de noter cette participation-là, c'est parce qu'il faudrait attendre de voir les commentaires du Rassemblement national de pourquoi ils ne sont pas invités ou pourquoi ils ne s'invitent pas. Ce qui est quand même important à noter, parce que moi je considère encore une fois qu'il y a un grand mouvement de l'histoire qui est en train de s'acter. Il y a un vent qui est en train de venir en Europe. On le voit avec l'Allemagne, on le voit avec la crise qu'il y a en Angleterre, on le voit avec le bloc de l'Est, le bloc de l'Europe de l'Est qui est en train de se solidifier et en train d'être beaucoup plus dissident. Moi je pense que quelqu'un comme Sarah Knafo et Éric Zemmour, ils ont simplement du nez, pour pas mauvais jeu de mots, c'est de voir qu'en fait
il semblerait que ce seraient des connexions politiques pragmatiques et très intelligentes à faire, que devrait peut-être même faire d'ailleurs le Rassemblement national. Mais là, on en revient au sujet de la stratégie du Rassemblement national. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ce Mais c'est une soumission. Attends, juste un instant, Pierre. C'est une soumission. Oui, bon, mais il y a quand même quelque chose qui m'ennuie actuellement, qui est assez délétère dans l'ambiance au sein des droites. C'est cette fracture entre les droites identitaires et la droite souverainiste. En tout cas, entre les identitaires et les souverainistes. C'est très ennuyeux d'être aussi divisé. J'ai essayé dernièrement, Raphaël était un de ces acteurs, un débat, un échange entre des courants différents. Ça s'est fort bien passé durant l'émission, très mal ensuite. Et ça ne venait pas de nous. Donc j'avoue que ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce qu'ils ont réussi à nous diviser en permanence. On est divisé, subdivisé, resubdivisé entre les uns et les autres. Donc c'est la même chose à la gauche. Super minoritaire. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais... C'est pas nouveau. Mais on n'a pas parlé des sujets qui heureusement fâchent. qu'il y a Radio Courtoisie, en tout cas, qui permet... Parce que ça, cher auditeur, il y a quelque chose que je ne laisserai pas passer que vous reprochiez dans cette émission un certain nombre d'éléments, mais ne parlez pas de la station, s'il vous plaît, parce qu'il y a une offre large, très large au sein de Radio Courtoisie. Il y a, je rappelle qu'un des slogans, c'était la radio de toutes les droites et de tous les talents. Donc s'il vous plaît, c'est-à-dire que vous pouvez en effet ne pas apprécier telle ou telle émission, mais elle est, voilà, c'est très large. Je pense que entre les matinales du lundi au vendredi et ce qui est notre son de cloche le samedi, il y a voilà de la diversité et c'est heureux cette diversité pour Radio Courtoisie. Et d'ailleurs, l'auditeur se demande si on allait lire ce message. On le lit, votre message. Il pouvait même en réécrire d'autres, on les lira. Pierre. Voilà, on a oublié un sujet. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a. Il faut en tout cas, on va lancer dans la dernière demi-heure le sujet principal. Oui, parce que je pensais que ça s'arrêtait à 10h, donc pardonnez-moi. Non, on a 30 minutes. Donc on peut y aller, on peut partir sur ce thème maintenant. Qui est la guerre des pauvres. C'est vous, Nicolas. Voilà, non, mais si vous avez fini vos commentaires, c'est tout simplement ça. Donc, une heure de revue de presse qui devait durer 10 minutes. Et finalement, c'est pas fini. Voilà, non, mais en fait, cette déclaration, ces communiqués de presse de la part de Zemmour, oui, nous sommes invités, mais qu'est-ce que ça montre de sa part ? Ça montre sa soumission à nouveau, une fois de plus. D'abord à Israël et ensuite aux États-Unis. Voilà. Alors que ça, c'est pas du De Gaulle, ça c'est clair. Et si je peux me permettre pour rebondir et clôturer aussi cette parenthèse, c'est n'oubliez pas le conflit entre Sarah Knafo et Marion Maréchal. C'est pas parce que le parti d'Éric Zemmour va parler de l'immigration sous un angle très pertinent et objectif, parce que là c'est quand même une évidence qui nous tombe dessus, mais on est à la fois en retard, mais aussi il semblerait qu'il y ait un gros manque de testostérone de la part de nombreux partis politiques. Moi je ne suis pas pour l'abattage rituel et je ne suis pas pro-israélien. Un auditeur, alors ça j'avoue, je parlais des subdivisions et du comment on va tous se diviser et comment ça va très mal se terminer et face à cette gauche woke, peut-être qu'elle a pris un coup dans l'aile aux États-Unis, mais en France ça va passer crème, je peux vous dire. Quand je lis certaines réactions toujours, alors un auditeur, la fausse indignation contre les extravagances des jeunes gens de LFI, fêtant le décès de Monsieur Le Pen, n'est qu'une manœuvre politique de bas étage, Monsieur Beslu, je vous le dis, pour en réalité discréditer M. Mélenchon et ceux qui défendent les victimes des horreurs actuelles en Palestine. Ne nous y trompons pas. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est spontané. Ce que je constate, c'est que il y a dans cette émission, même s'il se gendarme de certains de nos propos, à peu près une belle diversité de ces droites, Zemmour, pro-Palestine, souverainiste. N'en jetez plus. Moi, je dis très bien. Mais et vous inquiétez pas, j'inviterai la semaine prochaine peut-être Youssef Indy sur le sujet de la Palestine. Ne quittez surtout pas notre radio. Nous essayons justement de faire vivre cette liberté d'expression dont Pierre Jovanovic, à juste titre, a rappelé combien pendant 4 ans nous avions été entretenus, et pas 4 ans, plus que 4 ans aux États-Unis, mais depuis 7 ans en France, entretenus dans les mensonges. Absolument. Et l'interdit de s'exprimer. Il y a eu un grand papier d'ailleurs dans le New York Post d'un éditorialiste américain qui d'un seul coup s'est réveillé à quelques jours de l'inauguration de Trump. C'est-à-dire que pendant 4 ans, on nous a menti, littéralement, Joe Biden, tout le monde savait que Joe Biden n'avait que 5 minutes de lucidité par jour et que c'est sa femme qui pilotait et son équipe. Non mais attends, ils ont attendu 4 ans pour le découvrir ? Tout le monde le savait. Ces journalistes sont abjects, voilà. Et ils sont littéralement abjects. C'est plus du journalisme, c'est de la prostitution. Ce sont littéralement. des larbins, moi j'appelle ça larbins.
Oui, ou Larbin, comme vous voulez, peu importe le nom qu'on met dessus. Donc, il y a une prostitution aux intérêts financiers, c'est certain. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, et c'est ce que disait tout à l'heure Raphaël, c'est la volte-face de Zuckerberg qui d'un seul coup décide de donner 1 million donc à Trump pour son inauguration. $1 million, alors qu'il le méprisait. Ils avaient censuré tous les propos pro-Trump pendant 4 ans sur Facebook et sur WhatsApp et Instagram. Faut quand même pas l'oublier. Cet auditeur dit: vous êtes le reflet de la division des patriotes français. C'est le rôle d'un média que de refléter justement, et si comment dire, si les uns les autres le miroir que l'on vous tend ne vous plaît pas, changez l'image. Non mais en plus, attends, nous on est journalistes, on n'est pas chef de vérité, on n'est pas chef d'un parti politique. Moi je rappelle que au 7 octobre, la première chose que Zemmour a faite, c'était se précipiter en Israël et pleurer devant le mur de lamentation. C'est grotesque. C'est vraiment grotesque. Lui qui se prétend défenseur de la France, au moindre pet de travers, ça y est, il est en Israël. C'est bon. Un auditeur chafouin qui justement va dans le sens de ce que vous dites, Pierre Genovic. A-t-on le droit de s'interroger quand même sur l'atlantisme de M. Zemmour? Est-ce une question taboue, immorale? L'invitation à l'investiture de Trump peut juste nous inviter à nous interroger? Non. Oui, c'est ça, bien sûr. Moi je dis c'est une soumission. Voilà. C'est une soumission totale. Alors que, juste un petit rappel historique quand même, lorsque Zemmour avait fait son grand discours à Villepinte, rappelez-vous, j'avais fait un reportage, vous pouvez le retrouver sur jovanovic.com, onglet reportage, c'est que l'ambassade américaine, d'un seul coup, a fait un communiqué à l'AFP qui a été repris sur toutes les radios et sur tous les sites internet. Aux touristes américains, n'allez pas à Villepinte, ça va être extrêmement dangereux parce que Zemmour tient son congrès ou son rassemblement. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai jamais vu un touriste américain se rendre à Villepinte, parce que c'est vraiment le trou du cul du monde. Pardonnez, vraiment, il n'y a rien à Villepinte, à part le centre d'exposition. C'est pas le Louvre, aux dernières nouvelles. Voilà. Donc, c'était l'ambassade américaine en France est venue s'immiscer dans nos élections, et Zemmour en se soumettant à nouveau aux Américains. Pauvre cloche. Je n'ai qu'un mot devant cette provocation de la gauche fêtant la mort de Le Pen, minable, question Knafo et Zemmour invités par les néoconservateurs. Alors ce qui m'ennuie un petit peu quand même dans la façon dont les choses ont dérapé, c'est qu'à l'origine, je souhaitais surtout, pour ce qui me concerne, que soit fait un hommage à Jean-Marie Le Pen. Alors, je vais terminer par cet auditeur qui nous ravit toujours de ses bons mots. Adieu et à toujours, cher Jean-Marie Le Pen, nous laissant sinistrés en pleurs sous triple peine. Quand crame manoir France, clé d'enfer dans Le Pen, de porte en mur de feu où maudit brûle peine. Bon, moi, je m'enorgueillis d'avoir c'est la qualité de nos auditeurs en général. Voilà, j'espère que personne n'est fâché, en tout cas définitivement. C'est une façon en effet de s'exprimer, et la semaine prochaine, nous aurons un autre invité qui dira aussi et donnera son son de cloche et qui sera respecté comme tel, et que vous pourrez, pour certains d'entre vous, dire je ne suis pas d'accord, et on lira évidemment vos messages. J'aimerais parce qu'on a finalement beaucoup développé un peu une revue de presse, un peu comme ce que fait Pierre Genovic, même si elle est plutôt à tendance économique pour ce qui vous concerne. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de cette guerre hybride dirigée contre les pauvres aujourd'hui? C'est pas une guerre hybride, c'est une vraie guerre. Hybride au sens où elle est multiforme. C'est dans ce sens-là. Et parce que c'est pas une attaque, c'est une multitude d'attaques dans différents domaines. Est-ce qu'on pourrait parler, par exemple, des passoires énergétiques avec ce qui se passe depuis le 1er janvier, impossibilité de louer, impossibilité sans travaux pour certaines soi-disant passoires énergétiques. Que dire des limitations qui sont faites à certains véhicules anciens? C'est à nouveau, on rajoute. C'est une guerre contre les pauvres. C'est une véritable guerre contre les pauvres qui a commencé d'ailleurs
il y a plusieurs années. Ça a commencé avec Sarkozy, hein, je le rappelle. Hollande l'a continué. Et Macron, alors là, s'en donne un cœur joie. Et c'était la déclaration, vous savez, c'était la déclaration de Madame Wargon, ministre de je sais plus quoi d'ailleurs, et dont le mari est urgentiste et qui avait forcé tout le monde aussi à se vacciner. Petit rappel, piqûre de rappel, hein, c'est le cas de le dire. Et Madame Wargon avait expliqué que la maison individuelle pour les Français, c'était terminé. Hein, vous vous rappelez donc, et qu'il fallait en fait des maisons, des villes à 15 minutes. Mais en fait, la mise en place des vignettes critères, c'est une véritable guerre aux pauvres. C'est une discrimination, une véritable discrimination pour empêcher les gens de se rendre dans les villes, les pauvres, donc les gueux, hein, les gens qui sentent mauvais. Donc vous ne pourrez plus. Alors je vais vous donner, je vais quand même vous rappeler parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui ne se rendent pas compte, qui ne pourront plus se rendre dans certaines villes. Donc les voitures. Alors critère 1, donc c'est c'est des voitures qui peuvent rentrer, c'est-à-dire que toutes les voitures à partir du essence, qui ont été fabriquées janvier 2011 et après. Alors en critère 2, ça commence au 1er janvier 2006, toujours essence, et surtout critère 3, donc 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 2005. Voilà. Et pour les diesels, c'est encore pire, puisque les voitures diesel, c'est à partir du 1er janvier 2011. Donc tout ce qui, voilà, grosso modo, tout ça, vous n'aurez plus le droit de rentrer dans les centres-villes. Alors, je vais vous donner la liste. Alors, ça, parce que ça, c'est important. Regarde bien. Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Lyon, Dijon, Reims, Rennes, Nantes, Toulouse, Toulon. Enfin bon, partout, ils veulent mettre ça en place. Alors, ça va être cette année ou l'année prochaine, peu importe. Strasbourg, déjà, a décidé de repousser de 2 ans parce que la réaction des habitants a été extrêmement violente. Mais quelle que soit la forme de la chose, c'est pour empêcher toute forme de réunion des pauvres de se révolter et d'aller en centre-ville. Oui. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas rejoindre une manifestation contre les vaccins. Plus de gilets jaunes dans les centres-villes. Voilà, c'est ça. C'est pour voilà. Et faire, c'est de l'apartheid à la sud-africaine. Hein. Il faut le dire. Les villes intelligentes, ça sera les futures, les smart cities, comme ils disent. J'ai bien dit. Tous ces gens vont devenir comme les Palestiniens en Israël. Hein, voilà, avec des portiques de détection. Hein. C'est exactement la même chose. C'est absolument scandaleux. Et moi, j'ai levé sans le faire exprès, j'ai levé un livre. J'ai dit, mais attention, est-ce que donc vous rentrez avec une voiture critère 3, hein, ou 4, ou 5, ou 6, hein, dans une zone où vous n'avez plus le droit d'aller, hein, selon... alors, même si vous êtes assuré, si vous avez un accrochage, que vous ayez raison ou pas, peu importe, vous êtes en tort. Et donc, les assurances vont vous massacrer à un moment donné ou à un autre. Donc, s'il y a des assureurs qui nous écoutent, hein, on les écoute avec beaucoup de plaisir. Mais ce que ça veut dire, si vous voulez, c'est que vous êtes en critère 3 ou 4 ou 5, peu importe. C'est l'équivalent de prendre une rue ou une avenue en sens interdit, techniquement, puisque vous n'avez pas le droit de rentrer dans ces zones. Donc, vous n'avez pas à y être. Donc, même si vous avez un accident, l'assureur va certainement vous couvrir, mais votre responsabilité civile, j'imagine, elle va être sérieusement engagée. Ça, c'est certain. Hein. Et en plus, vous allez être viré ensuite, évidemment, par votre assureur. Voilà. Donc, c'est ça que je suis en train de montrer, que c'est une discrimination. Et quand la République française a la prétention de dire égalité, hein, de tout le monde, hein, non, c'est fini. Je veux dire, c'est piétiner. L'égalité est littéralement piétinée devant nous. Et la gauche ne réagit pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La gauche ne réagit pas. C'est assez étrange. Il n'y a que la droite, c'est ça que j'ai observé. Il n'y a que les gens de droite et les gens normaux, en fait, qui ont des voitures 3, 4, 5, etc., qui ne peuvent pas rentrer. Mais vous savez, moi je dis aux ceux qui ont des voitures critère 2, dans 2-3 ans, vous ne pourrez pas rentrer non plus. Donc vous êtes concernés, en fait, à terme. Voilà. C'est un vrai scandale.
Voilà. Et les gens se posent la question, effectivement, mon assureur va-t-elle me couvrir si j'ai un problème ? C'est vrai que seule la droite réagit. D'ailleurs, je souligne l'excellente émission qu'Olivier Tournafond, mon ami le professeur Tournafond, a pu commettre mardi soir sur Radio Courtoisie sur le même sujet. À mon avis, tout simplement parce que la gauche, c'est liberté, égalité et puis fiscalité. Hein. Ils ont remplacé le mot fraternité, qui fait que normalement, on devrait se soucier en effet de nos frères par fiscalité. Puisque là c'est la seule façon qu'ils ont trouvé aussi de mettre fin à ce qu'ils considèrent comme étant des tares liés à la pauvreté, justement, c'est les amendes, la fiscalité en tout genre. Ce qui est en effet une guerre faite et déclarée aux pauvres. Alors, je tiens à préciser, par exemple, qu'en plus, ces histoires de critères, machin, c'est une grosse arnaque. Pour une raison très simple. C'est par exemple une voiture de luxe. Prenons le meilleur exemple, c'est la Rolls. Oui, je sais. Tournafond, on parlait mardi. Justement. Non, mais un V12 ou un gros V8 pas de problème. Un V8 de 6 litres. Voiture de collection passe à l'as. Non, même les nouvelles. C'est-à-dire qu'en fait, elles émettent beaucoup plus de. Parce qu'elles ne sont pas en série. Voilà. Alors que les Twingo, une Twingo qui n'aimait rien, ou une vieille Fiat 500, ou une Fiat 127, ou une R5, je veux dire, mais ça n'émet plus rien. Et puis, ma question. Pardonnez-moi, là c'est ma question au gouvernement, mais du coup les contrôles techniques ça sert à quoi ? C'est à partir du moment où on a le contrôle technique, on a le droit de prendre la route. Je suis désolé, mais vos critères 1, 2, 3, vous pouvez le mettre où je pense. Dans l'absolu, c'est ça. Je pense que là, il y a beaucoup d'avocats. Moi, je demande aux avocats de monter au créneau, parce que c'est vraiment du juridique. Et c'est illégal en plus. Je pense que tout ceci est illégal. Et c'est la gauche. Vous avez remarqué que LFI n'est pas monté au créneau sur cette affaire de critère 3, pourtant qui ne pénalise que les pauvres, que ceux qui ne peuvent pas s'acheter une voiture, nouvelle voiture électrique. Avec l'alliance du Nouveau Front Populaire, ils ne peuvent pas, sur un sujet comme ça, on sait très bien qu'ils partagent les idées des Khmers verts, d'Europe Écologie Les Verts. Bien sûr, parce que sans eux, ils n'auraient pas été élus. Des députés, je ne sais pas si Raphaël... des commentaires là-dessus, mais allez, Raphaël, moi je suis révolté, littéralement contre ça. Mais ça, on l'entend. Attention, je suis tellement révolté que j'ai fait tomber là. Alors ça, on a eu une chute absolument incroyable. Voilà que, Monsieur Arnaud là, qu'est-ce que c'est que ce sabotage ? C'est toi qui l'as fait tomber, ça m'étonnerait. Non, mais il est tombé tout seul. Vient de me tomber sur la tête. Voilà. Là, on a assisté à une tentative d'attentat en direct dans le studio de Radio Courtoisie. Puis alors là, vous faites réagir. En plus, évidemment, vous mécontentez certains auditeurs. Vous voyez le résultat. Tac, ça nous tombe littéralement du ciel. Je pense que les auditeurs sont d'accord avec on va, et en plus, on me dit qu'il me reste plus que 10 minutes. Allez, Raphaël. Allez, vas-y. N'oublions pas que critère s'écrit avec AIR à la fin. Donc l'argument, c'est l'argument de l'OMS, c'est pour la pollution de l'air, pour permettre de lutter contre les dizaines de millions de morts qui sont faits à cause de ces particules fines. Il y a une part de vérité. Tu parles, Non, mais il y a une part de vérité sur les effets de la pollution. Cependant, est-ce qu'il faut forcément attaquer la population et non pas les grandes industries, les grandes usines, par exemple, ou même le fait que la France, quand on regarde le taux de déchets qui est produit par la France, on se rend compte qu'au niveau mondial, c'est ridicule, alors qu'on se prend les restrictions peut-être parmi les plus importantes, et d'autant plus sur le sol européen. Il faudra remercier Ségolène Royal. C'est Ségolène Royal qui avait mis en place ce système de critères en 2015, si je ne me trompe pas. Donc, la gauche. Très bon rappel. La gauche. Voilà. C'est le très bon rappel, c'est encore une fois le projet final de la gauche. C'est incroyable. En fait, d'évoluer sur ça. Et surtout, c'est que ça permet de faire un rappel simple, c'est que à quel point la situation française dans un état catastrophique, on est dans un état de guerre absolument total. Absolument total. Et ça ne fera qu'empirer. Parce que ce phénomène de critères, de toute façon, on sait comment certaines populations pourront réagir. Mais c'est pas grave, de toute façon, je n'ai même plus les moyens de me prendre une voiture. Parce qu'il y a aussi quand même le grand problème de la paupérisation. J'invite les auditeurs à suivre la toute dernière revue de presse de Pierre qu'il a fait avec Dieu l'infréquentable, avec Dieudonné, ces revues de presse récurrentes qui nous rappellent quand même l'état catastrophique
de l'économie française et même européenne. On est sur une guerre totale sur le plan idéologique, c'est-à-dire on a parlé du wokisme tout à l'heure aux États-Unis, mais nous, on en est encore en fait justement à vouloir imposer les transitions de genre aux enfants. On a des marchands de sommeil qui empêchent les personnes de se loger. On n'a pas de frontières, donc on a une insécurité totale quand on se déplace. Quand on veut manger des aliments, on s'empoisonne à cause de l'industrie agroalimentaire. Sur le plan politique, nous n'avons pas de parti qui pourrait répondre aux besoins pour tenter de faire avancer la cause populaire. C'est une guerre absolument totale qui est menée et qui progresse malheureusement très bien. Et on n'en est qu'au début de la souffrance. C'est si les personnes pensent qu'il pourrait y avoir un phénomène de révolution, c'est évidemment ce que l'on espère, mais ce petit signe de critère, il y avait d'autres éléments anecdotiques, souvenez-vous, on a vu d'autres nouvelles sur les radars, sur la limitation de vitesse, mais même sur les voies. C'est-à-dire que si vous étiez sur les nouvelles voies qui sont des voies de convoiturage et que la caméra avec intelligence artificielle vous détecte comme étant tout seul sur la voie de convoiturage, vous prenez une amende. C'est ça. Parce que vous n'avez pas le droit de rouler, vous n'avez pas le droit de vous déplacer jusqu'au bout. Et encore une fois, on peut faire une certaine triangulation qui nous ramène à des sujets quand même assez sérieux, c'est que ces dispositifs de surveillance et de contrôle, ce sont des logiciels comme Briefcam fournis par Israël. Bien sûr. Justement, je vais ajouter, parce que vous avez remarqué, vous avez tous remarqué, là pour le coup, l'installation de caméras au-dessus des autoroutes, du périphérique. Oui. Il y en a toujours eu. Oui, mais il y en a de plus en plus. Attends, la révolte des bonnets rouges, à Quimper, c'était ça quand même. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est vrai qu'il y a en tout cas de plus en plus tout autour des voies de circulation, des choses qui apparaissent, qui poussent comme les champignons à l'automne. C'est surprenant. Le but, c'est comme à Londres. C'est-à-dire que on regarde la caméra. Capte votre numéro d'immatriculation. En une fraction de seconde, on sait exactement de quelle année elle est. Si vous êtes critère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, etc. Et vous avez l'amende péages, qui vous arrive. Vous avez vu ces péages virtuels maintenant où vous scannent, il y a une espèce de drôle de bruit dans la voiture et vous passez et vous avez intérêt à payer sous 24 heures parce que sinon vous avez une amende. Exactement. Mais c'est absolument inimaginable. Tout à fait, mais c'est le but, c'est le contrôle à la chinoise. Mais finalement, les gilets jaunes ont servi à quoi ? Ils ont quand même servi à l'époque, à humilier Macron, c'est déjà ça. Mais on est d'accord, mais quand on voit finalement, je ne parle même pas du prix du litre d'essence, mais ils avaient en effet fait œuvre de salubrité publique face au radar. Mais aujourd'hui, ça a repoussé, je vous dis, c'est comme les champignons en automne. Donc des radars et des caméras, il y en aura de plus en plus. Et le principe qui va être établi, c'est celui qui est au centre de Londres, où il faut payer 12 livres 50, c'est-à-dire l'équivalent de 14 €, pour rentrer en centre-ville. Voilà. Et donc c'est une élimination des pauvres qui ne peuvent pas rentrer. Et dans le monde anglo-saxon, le divorce entre riches et pauvres, c'est vieux comme le monde, si j'ose dire. Mais dans les pays latins, ça passe pas de la même façon. Bon, voilà mon sentiment. Et si je peux ajouter juste un dernier commentaire sur ça. En une minute. Vraiment, c'est même 30 secondes. Peut-être que c'est encore une fois une dimension encore plus pessimiste, mais c'est que là, on parle d'outils technologiques qui sont immobiles, mais il faut quand même aussi dénoncer le fait que l'État se fait un malin plaisir à continuer à promouvoir la guerre du tous contre tous, parce que même ces technologies au sein des centres-villes, c'est que maintenant vous avez des radars de particuliers. Ce sont des particuliers qui circulent dans les villes pour pouvoir vous donner des amendes si vous êtes mal stationné, par exemple. Et ça permet encore une fois de cultiver la haine du citoyen qui a été recruté par l'État pour être un délateur et dénoncer. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer à empirer. Et en plus, on a eu une sorte d'acmé pendant la période sanitaire. Je vous rappelle que beaucoup de Français apparemment étaient ravis de pouvoir dénoncer auprès de l'État des personnes qui refusaient de fermer les restaurants ou autres pendant cette dictature sanitaire. En Bretagne, les gens dénonçaient ceux qui prenaient leur bateau pendant le confinement. Les gendarmeries étaient... Non, mais on a tout vu, là. Il y a eu Non, mais sérieusement, je veux dire, la France, c'est le pays de la dénonciation. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Voilà. Voilà qui rééquilibre. On vous accusait, là, je sais pas, un auditeur Vous accusez de quoi de laisser votre antisémitisme primaire dans votre poche. Déjà, il n'y a pas d'antisémitisme primaire ou secondaire. Ça n'existe pas. Qui en tout cas dans mes émissions les mêmes, n'a absolument pas le droit de citer. Non, mais on a tous les trolls de Zemmour là. Par contre, un autre auditeur me reproche mon anti-américanisme primaire. Alors lui, je l'assume, mais totalement. Je suis justement profondément
anti-américain. Je me méfie, comme j'ai eu un échange hier avec Paul-Marie Couteau sur ce sujet. Dès que ça vient des États-Unis, alors là, j'ai une méfiance ils nous ont volé. redoublée. Depuis 2008, ils nous ont volé. Ils ont volé toutes nos richesses. Mais voilà, mais continuons. Et allons en effet à la cérémonie d'investiture. Allons-y. Je donne, vous l'avez sur la revue de presse, le PIB par habitant en 2008, donc avant l'explosion de Wall Street, des banques, etc., c'était grosso modo 45 000, 46 000. Aussi bien pour les Américains que pour la France. Avance rapide jusqu'en fin 2023. PIB par habitant américain, 85 000 $, et nous, on est péniblement à 46 000. Vous retrouverez tous les chiffres exacts sur quotidien.com, sur la revue de presse. C'est un tremplin. Voilà, donc les Américains ont fait 2 fois plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont volé toutes les richesses de l'Europe. Voilà. Allez, si je voulais en remettre une petite couche, un auditeur, Zemmour, soumission ou complicité ? Soumission. En tout cas, là où je suis d'accord, c'est qu'on doit, la courtoisie nous impose d'éviter quand même, je pense, Pierre Jovanovic, certains propos, certains mots qui ont pu être employés, je dirais, dans le feu du débat concernant Éric Zemmour, qui mérite notre respect par ailleurs. Moi, en tout cas, je le dis très très clairement, en tant que patron d'émission. Des éléments positifs. Vive félicitations à ces messieurs et à Madame Stam pour leur ouverture d'esprit, pour cette liberté. Ah oui, mais j'ai plus d'assistante, mon pauvre Patrice. Donc voilà. Elle a mieux à faire, semble-t-il, que de jouer son rôle d'assistante. Vive félicitations à ces messieurs et à Madame Stam, voilà qui l'a fait revenir, pour leur ouverture d'esprit, pour cette liberté de ton et pour leur sens du pluralisme, sans exclusif. C'est suffisamment rare pour être remarqué, y compris, chez Radio Courtoisie. Eh bien, écoutez, ça fait vraiment plaisir. Merci, cher auditeur. La gauche, et ça, c'est pour les derniers éléments de nos sujets, Pierre. La gauche comprend les écologistes, donc, bien sûr. Elle est pour cette dictature. Et c'est ça, monsieur Jovanovic. Ils sont contre les racistes et contre les franchouillards. Et à quand le logement communautaire ? Les Français ne peuvent faire les travaux d'isolation et chauffage par les panneaux solaires. Vous ne pisserez rien et vous ne posséderez rien. Et vous serez heureux. Et vous serez heureux, a dit Schwab. Oui, non, mais c'est ça. Alors, moi, je précise... Ça va être fini. Alors, allez-y. Non mais vas-y, mais il te reste 30 secondes. Pour tous ceux qui n'ont pas le double vitrage chez eux, au lieu de changer vos fenêtres, vous faites venir juste un vitrier, vous mettez un double vitrage par-dessus et ça coûte, moi j'ai vu le cas, 9 000 € pour changer toutes les fenêtres et 1 200 € pour rendre tous les vitrages. C'est terminé, voilà. On n'est pas sur la matinale, ici on peut pas le samedi matin on peut pas déborder. Et on parlait de Klaus Schwab, alors ça tombe bien parce que vous allez maintenant, vous l'attendez tous, il ne faut pas avoir peur. C'est Mike Borski qui arrive pour son livre journal des controverses. Avoir peur. Merci Raphaël Beslu, merci Pierre Jovanovic, merci Lara, merci à tous. Merci Nicolas. Merci chers auditeurs de votre écoute et à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie.